L'affaire June Hopkins ou l'histoire d'une liaison fatale, épisode 1. Connaissez-vous quelqu'un qui se sent constamment persécuté? Une personne de votre entourage peut-être, de votre famille. Vous avez beau prendre des pincettes pour ne pas la blesser, ça ne manque jamais, vous finissez toujours par être le bourreau et elle, la victime. C'est fatigant les gens comme ça, non? Eh bien parfois, ça peut même devenir dangereux. L'affaire June Hopkins commence par une histoire d'amour. Un Français qui rencontre une Américaine. Un coup de foudre, immédiat. Et puis, très vite, la femme tombe enceinte. Mais alors, pourquoi 18 ans plus tard, elle reviendrait tenter d'assassiner son amant? Comme je vous l'ai dit, le délire de persécution peut parfois aller très loin. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Nous sommes fin août 2010. Dans cette voiture qui roule en direction de la région parisienne, Frédéric se dit qu'elle a bien fait de s'accorder un break de quelques jours avant la rentrée. Frédéric est une femme vive, stable et accomplie. Une femme qui a beaucoup de responsabilités. Déjà, elle a 2 jeunes enfants, 2 filles. Elle les adore, mais c'est vrai que 2 enfants en bas âge, c'est du boulot. Et puis, elle est directrice financière dans une société qui importe du bois précieux d'Afrique. Bref, Frédéric n'a pas une minute à elle. Alors, il y a quelques jours, elle a appelé ses parents, Odile et Gérard, et elle leur a demandé les clés de leur maison de campagne en Normandie pour une pause bien méritée. Le temps est passé vite, mais ça lui a fait du bien. Elle est prête à reprendre son quotidien à 1000 à l'heure. Frédéric est donc en route pour son pavillon de Chatou, petite banlieue calme et verte, à 10 km à peine de la capitale. On ne sait pas qui la prévient exactement, si c'est Odile, sa mère, ou peut-être Antoine, son frère. Mais vendredi, leur autre frère, Grégoire, a été agressé. Quoi? Mais par qui? Frédéric se précipite chez sa mère qui a recueilli Antoine et Grégoire. Quand elle arrive chez ses parents, c'est le silence complet. Ça l'étonne un peu. Dans le salon, Grégoire et Antoine sont là. Ils la regardent sans un mot. Ils sont tous les 2 complètement ahuris. Aux enquêteurs, elle dira « prostrée ». Oui, Frédéric a bien fait de se reposer cette semaine, car les 10 années qui vont suivre ne vont lui accorder aucun répit. Que s'est-il passé ce vendredi 20 août 2010 pour laisser ces 2 hommes dans cet état? Je vous raconte. Ce jour-là, Antoine est arrivé en fin de matinée pour déjeuner chez son frère, Grégoire, dans le 11e arrondissement. C'est bien dans l'appartement de Grégoire qu'ils ont rendez-vous. Mais ce n'est plus vraiment ici qu'il habite. Depuis 2 mois, Grégoire est retourné vivre chez sa mère. Pas qu'il ait des problèmes d'argent, mais il a laissé la jouissance de son appartement à June Hopkins. June est américaine, belle femme aux cheveux blonds platine. Elle a le physique de Dolly Parton, l'exubérance de Paris Hilton et peut-être l'aplomb de Donald Trump. Je caricature à peine, mais vous ferez votre propre opinion. Et ce personnage haut en couleur ne disposerait pas de tout le relief qui lui est dû si je ne le remettais pas dans son contexte. Le contexte, en l'occurrence, c'est sa rencontre avec Grégoire. Allez, venez avec moi, je vous emmène dans le train le plus pittoresque du monde. Nous n'en sommes encore qu'au premier épisode de cette saison d'Homicide, mais j'espère que vous êtes prêts à voyager, car il va y avoir beaucoup de trajets. Nous sommes en décembre 1990, à bord de l'Orient Express. Le luxueux train relie l'ouest de l'Europe à Istanbul, en passant par Venise. Sûrement le train le plus glamour qui ait pu exister. Ça lui va bien ça, à June Hopkins. June a 29 ans. Elle a quitté son mari, Mark Walsh, et son pays pour étudier le droit à Cambridge, en Angleterre. Enfin, étudier, c'est un grand mot, hein. June préfère prendre du bon temps. D'ailleurs, elle a pris quelques jours de vacances de l'université et la voici dans ce train pour l'Est de l'Europe, dans son wagon couchette. Calmez le Hercule Poirot qui sommeille en vous, il n'y aura aucun crime dans ce train.
mais la naissance d'une passion amoureuse entre cette blonde plantureuse et le jeune Stewart qui vient s'assurer que son voyage se passe bien. C'est Grégoire. Il a quelques années de moins qu'elle, mais ça n'a aucune importance. June lui trouve un air de Johnny Hallyday. C'est le coup de foudre. June n'est pas une serial loveuse. Elle a rencontré son mari quand elle avait 16 ans et n'a pas connu d'autre amour. Avec Grégoire, ça va très vite. Après les vacances, elle abandonne ses études, s'installe avec lui à Paris, puis tombe enceinte. Grégoire aussi est fou d'amour pour cet incroyable personnage. Alors il lui fait sa demande. Le ventre de June commence à s'arrondir, il se rend alors à la mairie et il fait une déclaration de reconnaissance de paternité anticipée. Ils s'aiment, ils vont se marier et avoir un bébé. Bref, tout roule. Mais un soir, Grégoire rentre chez lui et June n'est plus là. Elle est retournée aux États-Unis. Elle n'a rien dit à Grégoire, mais June est toujours mariée à Mark Walsh. Et ce voyage est un aller simple. Elle rentre au bercail. Le 5 décembre 1991, alors qu'elle démarre son 9e mois de grossesse, June prend son stylo et écrit à Grégoire qu'elle l'aime, qu'il lui manque beaucoup, mais qu'elle ne veut plus l'épouser. 6 mois plus tard, le Parisien reçoit le certificat de baptême de son fils. Il est né le 7 janvier 1992 à Woodland Hills, en Californie. Il s'appelle Brendan Walsh. Oui, Walsh, comme Mark Walsh, le mari. Ce 20 août 2010, 2 jours avant que Frédéric ne trouve ses frères complètement abasourdis, nous sommes donc 18 ans après la naissance de Brendan. Brendan est un ado timide, taiseux, peu sûr de lui. L'exact opposé de sa mère. Il vit avec June aux États-Unis, mais en juin 2010, tous les deux débarquent à Paris et sonnent à la porte de Grégoire. Je ne vais pas vous mentir, Grégoire est bien abîmé par tout ce qu'il a traversé. L'amour qui s'envole de l'autre côté de l'Atlantique, la peine alourdie par cette paternité avortée, une vie sans voir grandir son enfant. Mais le passé, c'est le passé. Grégoire souhaite entretenir des relations paisibles avec son ex-compagne et son fils. Il veut que tout se passe bien pendant leur séjour parisien. Ils ne sont pas d'ici, ils ne parlent pas la langue, donc s'il peut leur faciliter la vie, et bien sûr, il leur laisse les clés de l'appartement. Et ce midi, c'est prévu, c'est ici qu'ils doivent se retrouver pour déjeuner. Ils ont une discussion importante à avoir, l'avenir professionnel de Brendan. Parce que même quand on est séparés, c'est capital de parvenir à se mettre tous autour d'une table et d'écouter les projets de ses enfants. Bon, alors ils sont là, tous les 3, dans l'appartement. Brendan assis à la table, justement, et les parents font face à lui, installés dans le canapé. Ah, et en plus il y a Antoine, le frère de Grégoire. Il sent bien qu'il n'est pas le bienvenu d'ailleurs, Antoine. Il y a quelques minutes, June lui a demandé de partir. « Allez, laisse-nous tranquille le temps qu'on discute. L'avenir de leur fils, ça ne le regarde pas. » Mais non, Antoine reste. Il a le sentiment que pour son frère Grégoire, c'est mieux qu'il soit là. C'est fou quand même l'intuition, vous ne trouvez pas ? Bref, Brendan explique qu'il veut faire ses études ici, à l'université américaine. Ah bon, s'étonnent les 2 frères, mais pourquoi Paris ? Ça n'a pas trop de sens. Même si son père biologique, certes, est français, Brendan a toujours vécu aux États-Unis et depuis qu'ils sont arrivés à Paris, le jeune homme ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. Et puis, il ne connaît personne. Brendan, c'est un grand ado réservé qui a beaucoup de mal à nouer des liens. Alors pourquoi vouloir étudier à Paris ? Les 2 Français n'y comprennent rien du tout. Et c'est là, au beau milieu de la discussion, que Grégoire s'aperçoit que ses papiers ne sont plus à la même place que d'habitude. Ces 2 locataires auraient-ils fouillé dans ses affaires ? Soyez patient, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais en tout cas, entre les 2 ex-lovers, une dispute éclate. Grégoire ne cherche pas les problèmes, il en a déjà assez. Il veut juste que ça se passe bien. Après June, il a rencontré une autre femme, quelqu'un de super, sauf qu'elle voulait des enfants et Grégoire, avec tout ce qu'il avait traversé, il avait trop peur. Alors avoir des enfants, ne pas les voir grandir, les faux espoirs d'amour qui durent toujours, non, il ne pouvait pas revivre ça. Alors il a préféré arrêter et depuis, il vit seul. Mais pour autant, il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Fouiller dans ses papiers,
Non, ça, elle n'a pas le droit. Puis, tout se passe très vite. June et Grégoire sont toujours assis sur le canapé. Ce dernier ne voit pas Brendan qui se lève de table et contourne le sofa. Il ne voit pas non plus son fils qui se place juste derrière lui. Alors quand il sent qu'on lui verse un liquide sur lui, il ne comprend pas Grégoire. Ça coule de son cou jusqu'à son dos et ça sent fort, un peu comme de l'essence. Derrière lui, il entend un cliquetis. 1 fois, 2 fois. Grégoire se retourne et c'est là qu'il la voit. La bouteille d'1 litre de liquide d'allumage spécial barbecue, c'est écrit dessus. Et son fils Brendan qui tient dans la main un briquet. Il ne réfléchit pas et assène un coup à son fils. Brendan tombe au sol et lâche le briquet. Puis, il plonge sous le canapé et en sort une sorte de grand couteau, ou plutôt un sabre japonais. La lame fait 27 cm. Antoine, le frère qui était parti à la cuisine vider le cendrier, débarque et voit la scène. Il ne comprend rien, mais il ne prend pas vraiment le temps de réfléchir. Il plaque son neveu au sol et saisit son arme. Le temps se fige un instant. Et où est June Hopkins ? June est à la même place, silencieuse, toujours assise sur le canapé. Pendant toute la scène, elle n'a pas bougé. Antoine constate que son frère a le t-shirt trempé et qu'il sent fort l'essence. Il lui dit d'aller dans la salle de bain, de prendre une douche. Et pendant ce temps, il vire les 2 convives. Enfin, il les vire à la manière douce. Il est tellement décontenancé, stupéfié, qu'il leur demande de rassembler leurs affaires immédiatement. Il les met dans sa voiture et il les conduit à l'hôtel Ibis de la Porte de Bercy. Antoine paye même d'avance aux 2 Américains une chambre double pour 4 nuits. Et puis, il rejoint son frère qui n'a pas quitté la chambre. Les 2 hommes sont sous le choc. C'est à ce moment que Frédéric, leur sœur, de retour de sa petite escapade normande, arrive pour prendre les choses en main. Elle a la tête sur les épaules et pour elle, ça n'a rien d'une bagarre. Non, ses frères viennent de subir une tentative d'assassinat. Ce jour-là, maître Laurent Poudevigne a rendez-vous avec 2 nouveaux clients, un frère et une sœur, Grégoire et Frédéric. Il les reçoit tous les 2 dans son bureau. Autant le frère a l'air un peu paumé, autant la sœur paraît très posée. Cette nouvelle cliente s'exprime avec éloquence. Ça lui plaît à maître Poudevigne. Et c'est donc Frédéric qui lui raconte. L'Orient Express, l'enfant qu'on attend, l'amour qui s'envole et qui finit avec une bouteille d'allume barbecue et un briquet. Elle explique qu'après l'agression, ils sont allés au commissariat, d'abord pour déposer une main courante, et puis ils sont revenus quelques jours plus tard pour déposer plainte. Les plaintes qui dorment dans les commissariats, il en connaît un paquet, l'avocat. Mais là, c'est très grave. Il va falloir accélérer un peu les choses si on veut qu'une enquête soit menée en bonne et due forme. Alors, il décide de déposer une nouvelle plainte, mais cette fois-ci directement auprès du parquet. Ce sera plus efficace. Maître Poudevigne est plein de bonne volonté, mais la justice française étant ce qu'elle est, ça continue à traîner. Bon, mais l'avocat et sa cliente Frédéric ne sont pas du genre à se laisser faire. Puisque personne ne semble prendre au sérieux leurs affaires, ils vont mener leur propre enquête. Déjà, on ne sait pas si les 2 Américains sont toujours en France ou bien repartis aux États-Unis. Et puis, pourquoi Brendan voudrait-il du mal à son père ? Et June, qui n'a pas bougé un orteil pendant qu'il versait de l'essence sur Grégoire. Le binôme avocat-cliente marche plutôt pas mal. Frédéric piste June et Brendan sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, maître Poudevigne fait des recherches sur Internet. Il a sa petite routine. 1 fois par semaine, il ouvre une page Google et il tape tout un tas de mots-clés. Il ne sait pas trop ce qu'il cherche, mais il ne voudrait pas rater quelque chose. Et c'est là qu'il va tomber dessus. Un banal faire-part de décès. Mais il n'appartient pas à n'importe qui. C'est le faire-part de décès de Mark D. Walsh, le mari de June. Dans le premier épisode de l'affaire June Hopkins, vous avez rencontré cette Américaine solaire et excentrique, et Brendan, le fils taciturne et sinistre qu'elle a eu il y a bientôt 20 ans avec Grégoire, le groom de l'Orient Express. Ils ont tous l'air tout droit sortis d'un roman noir, vous ne trouvez pas ? Mais attendez la suite. Dans cet épisode, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique.
Nous sommes le 18 octobre 2011 dans la charmante ville de Laconia, New Hampshire. 16 000 habitants entre Boston et Portland, mais plus dans les terres. Laconia et ses grands lacs bordés de maisons aux briques rouges. Vous y êtes ? À 2 pas du Water Street Café et sa spécialité d'œuf bénédicte, un téléphone sonne juste en face, au commissariat. Laconia Police Department ? À l'autre bout du fil, une femme, June Hopkins. Elle vient de découvrir le corps inanimé de son époux. Des agents se déplacent immédiatement. Quand ils arrivent, Mark est allongé sur le dos, mort. Les policiers font les premières constatations et préviennent le médecin légiste. Le mari de June présente une sévère blessure à la tête et des éclats de son crâne sont éparpillés autour de son corps. À côté de lui, les agents remarquent une échelle, en partie appuyée contre une table. Et sous l'échelle, sur un banc, il y a un gros appareil, une sorte de moteur. Et sur ce moteur, il y a de la substance cérébrale. Mark Walsh s'est littéralement éclaté le cerveau dans son garage. Pas simple, la situation. Le type est-il tombé tout seul ou l'y a-t-on aidé ? En plus, il y a du sang à gauche. Et ça ne colle pas avec l'emplacement du corps. Et dans le sang, il y a 3 empreintes de pieds qui mènent à la porte de l'atelier. Ni l'épouse, ni le fils n'ont évidemment assisté à la scène. Enfin, quand je dis le fils, ce n'est pas tout à fait exact. Les fils seraient plus justes, car je ne vous ai pas raconté toute la love story de June et du Français Grégoire. Souvenez-vous, après leur rencontre dans l'Orient Express, June s'installe à Paris où ils attendent un bébé. Ce n'est pas prévu, mais est-ce que c'est grave quand on s'aime ? Et alors que la grossesse est bien avancée, June rentre aux US et ne revient pas. Vous en étiez là. Eh bien, le 29 décembre 1992, June Hopkins débarque son bébé Brendan sous le bras à Paris et retrouve Grégoire. Et l'amour reprend, l'amour fou comme au premier jour. June lui dit qu'elle a divorcé de Mark et qu'ils vont enfin pouvoir se marier. Et très vite, elle tombe à nouveau enceinte. 6 mois plus tard, la voilà qui reprend l'avion et qui rentre à Laconia, direction la maison. L'histoire se répète. Au début de l'année 94, June prend son stylo et rédige à nouveau une lettre à Grégoire pour expliquer qu'elle ne veut plus l'épouser. Non, finalement, elle va rester avec Mark. Vous qui m'écoutez, que pensez-vous de cette femme ? Est-elle très indécise, prise entre les feux de l'amour qu'elle éprouve pour 2 hommes ? Ou bien a-t-elle un plan machiavélique ? Qu'est-ce qui motive tous ces vols aller-retour à votre avis ? Qui est ce personnage si spontané en apparence et à l'esprit pourtant si torturé ? Le 5 mars 1994, l'ancien steward reçoit une dernière lettre qui lui annonce la naissance d'Austin, leur second fils. Puis, plus rien. Le silence de June, cette fois, va durer 14 années. Il a donc fallu un mort pour mettre fin à l'inertie de la justice française. Une fois prévenue de la disparition de Mark Walsh, la juge d'instruction chargée de la tentative d'assassinat au briquet à Paris lance une demande d'entraide aux autorités américaines. Elle mettra presque 1 an à faire la démarche, certes, mais c'est déjà une avancée. Et les autorités là-bas, c'est le FBI, ça ne plaisante pas. Quelques mois plus tard, les Américains rendent leur rapport. Un dossier épais dans lequel figurent les auditions de June Hopkins, Brendan et le petit dernier, Austin Walsh. Voici ce qu'ils ont dit. Le 19 janvier 2012, l'officier Noailles entre dans la salle d'interrogatoire. Face à lui, Brendan. Il attaque direct sur la tentative d'assassinat parisienne. Alors comme ça, tu as aspergé ton père d'essence et l'a attaqué avec un sabre japonais. Mais le jeune homme réfute calmement. Ah non, pas du tout, il ne s'est rien passé de tout ça. Mais l'officier Noailles a une petite idée derrière la tête. Il surprend Brendan avec une question sur la mort du beau-père. Et là, changement d'attitude. Le garçon s'agite et commence à bégayer. Ça n'augure rien de bon, se dit Noailles. L'officier suggère à Brendan de se soumettre à un test polygraphe.
Oui, tout à fait, un détecteur de mensonges. Mais Brendan refuse. On a beau avoir des idées, il y a des lois aux États-Unis et personne ne peut vous forcer à accepter le polygraphe. Dans le dossier du FBI, il y a aussi un rapport d'enquête signé Nason Investigation, une agence de détectives privés saisie peu de temps après la mort de Mark par un client confidentiel pour comprendre ce qu'il s'était vraiment passé dans ce garage. Mais rien, ni côté FBI, ni côté détective ne permet de mettre en cause June ou ses fils. L'enquêteur clôture donc son rapport en intimant à la police locale de fouiller davantage. Quelque temps plus tard, la procédure sera clôturée sur la thèse de l'accident. Retour en France avec Grégoire qui va très mal. Depuis l'agression au briquet, il vit chez sa sœur Frédérique à Chatou. Il est sous antidépresseurs et ne peut plus dormir sans somnifère. L'expert psychologue qui le rencontre dans le cadre de la procédure judiciaire parlera d'un état anxio-dépressif sévère en lien avec les faits dénoncés. Grégoire est persuadé que son fils a voulu se débarrasser de lui, que c'est sa mère qui lui a monté la tête. Et pour être tout à fait honnête, il craint qu'il ne revienne finir le boulot. Depuis 3 ans, Grégoire voit sa vie diminuer petit à petit. Lui qui s'était reconverti dans le jardinage est désormais incapable de travailler. Il a été reconnu adulte handicapé et perçoit une pension d'invalidité. Surtout que June ne l'a pas épargné. Après s'être fait asperger d'essence spéciale barbecue et avoir manqué d'être immolé, Grégoire a reçu un courrier du tribunal de grande instance de Paris où June Hopkins lui réclame une pension alimentaire. 3 500 € par mois pour Brendan et 1 600 € pour Austin, et ce jusqu'à la fin des études des garçons. Et ce n'est pas la première fois qu'elle lui demande de l'argent. Elle l'avait déjà fait quand elle est revenue 14 ans après avoir disparu, enceinte du 2e bébé. Nous sommes en 2009, 1 an avant l'attaque au briquet. Grégoire n'a plus de nouvelles des Américains depuis des années. Mais il a d'autres problèmes. Il y a quelques mois, Gérard, son père et médecin de famille, est mort. Grégoire n'a plus de nouvelles de June, mais les grands-parents, Gérard et Odile, entretenaient toujours une correspondance avec elle. Quelle que soit la situation entre les parents, Brendan et Austin sont quand même leurs petits-fils. Ils échangent des lettres et les grands-parents envoient un petit cadeau pour Noël. Alors quand son mari est mort, Odile a naturellement envoyé un faire-part de décès direction Laconia. Et June, on le sait, les voyages, ça ne lui fait pas peur. Elle a donc sauté dans un avion avec ses 2 garçons et une fois n'est pas coutume, elle a débarqué à Paris. Bon, en même temps, ça tombait bien, elle commençait à être un peu ric-rac financièrement. Tout le monde se retrouve donc dans la maison normande des grands-parents. Odile est contente de voir ses petits-enfants et Frédéric ses neveux. Et Grégoire de rencontrer ces 2 inconnus qui sont en fait ses enfants. Mais force est de constater que le contact n'est pas simple. À chaque fois qu'on pose une question aux garçons, c'est la mère qui répond. La grande réunion familiale tourne court et tout le monde est un peu déçu. Enfin, tout le monde sauf June, qui, on commence à avoir l'habitude, ne se démonte pas et demande à Grégoire une contribution de 1 000 $ par mois pour l'éducation des enfants. Mais Grégoire ne veut pas de problème. Il vient de perdre son père, il vient juste de rencontrer ses fils, alors il dit oui. Mais il a appris à se méfier. Et ses fils, il les a sortis de la succession du grand-père. C'est donc pour cette raison que la dispute a éclaté entre June et Grégoire juste avant que Brendan ne sorte son briquet. L'Américaine avait fouillé dans les papiers de Grégoire et photocopié ses avis d'imposition et les actes de donation de Gérard, le grand-père. Qu'est-ce qu'elle cherchait exactement ? Grégoire l'accuse de vouloir modifier l'héritage pour que leur fils ait une part. Alors l'agression, ce serait pour l'argent ? Pour se venger d'avoir empêché Brendan et Austin d'avoir leur part d'héritage ? Et au fait, pendant que l'enquête suit son cours, ils sont où les Américains ? La mère et ses fils chéris ? À votre avis ? Eh bien, ils sont ici, dans la capitale. Ils ont passé plus de la moitié de l'année 2013 dans un 3 pièces en plein cœur du 17e arrondissement. Après tout, ils ne font rien de mal, hein ? Ce n'est pas interdit de louer un appartement à Paris. Surtout que, de ce côté de l'océan Atlantique, ils n'ont toujours pas été sollicités par les juges. La procédure traîne, alors ils sont libres d'aller où bon leur semble.
Mais ça a le don d'énerver Maître Poudvigne. Bah oui, ça fait 4 ans que la tentative d'assassinat a eu lieu et la justice française n'a toujours pas entendu les Américains. Ça commence à bien faire. Et puis, il était avocat de Frédéric et Grégoire, mais il s'est presque transformé en enquêteur. C'est lui qui apprend la mort suspecte de Mark Walsh à la juge d'instruction en 2011, et c'est encore lui, en mai 2014, qui apporte de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, justement, ce sont des affiches écrites dans un français approximatif et qu'on a retrouvées devant l'appartement de Grégoire. Pour Maître Poudvigne, ce sont clairement des menaces de la part de June. Tiens, il y a celle-ci par exemple, où Grégoire est qualifié de monstre, et une autre où il est écrit « coupable ». Il est tour à tour promis à la prison ou à l'enfer. On pourrait penser que June Hopkins est là pour l'argent, que le motif était crapuleux, mais là, ça dépasse les histoires de pension alimentaire. Il y a de la haine dans ces inscriptions, et il y a de la peur du côté des parties civiles. Grégoire n'arrive plus à reprendre le dessus. Il s'enfonce, il a trop peur. Maître Poudvigne n'y tient plus, il va sonner les cloches de la chambre de l'instruction. Il les prévient, cette histoire va finir par tourner au drame. Il faut faire quelque chose. Le 14 mai 2014, un mandat d'arrêt international est décerné à l'encontre de Brennan Walsh. Dommage, c'est un peu trop tard. Frédéric rentre du travail. Il est 19h15, nous sommes mardi. Elle se gare, comme d'habitude, juste devant sa porte d'entrée. Frédéric a hâte de retrouver ses filles, son mari et Grégoire qui vit toujours avec eux depuis son agression. Mais elle n'atteindra pas la porte d'entrée. Dans son dos, quelqu'un la frappe à la tête. Le Séquoia est une résidence calme, à seulement 12 minutes du RER, tellement proche de Paris que certains habitants au dernier étage ont une vue imprenable sur la tour Eiffel. Bruno a son cabinet de pédicure podologue ici. Il est 19h30, sa journée prend fin. Bruno sort de la résidence et enfourche son vélo. Alors qu'il emprunte l'allée, il entend une voix de femme qui appelle au secours. Il fait demi-tour. C'est une femme, elle est donc au sol, et au-dessus d'elle, 2 agresseurs. Bruno ne voit pas leur visage car ils portent des casques de moto. Mais il reconnaît la silhouette d'une femme. Elle tient les pieds de celle qui est au sol. L'autre est au niveau de sa tête. Il lui écrase le cou avec l'un de ses genoux. Bruno se précipite au secours de la dame. Il pousse l'étrangleur, mais le gars tient bon. Alors il les menace. Si vous continuez, j'appelle la police. À ces mots, la femme au visage dissimulé se tourne vers lui et en anglais lui rétorque qu'il n'a qu'à le faire, que ça ne la dérange pas. Bruno reste quoi? Si même l'arrivée de la police ne les décourage pas, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Le podologue est un peu déboussolé. Il se met à crier, il appelle à l'aide. Au sol, Frédéric crie aussi. Elle a peur, elle dit qu'ils sont en train de la tuer. Par chance, quelqu'un entend les cris. Un quarantenaire, gérant d'une boîte d'informatique dans le coin. Il voit la scène, alors il stoppe son 2 roues et prévient le commissariat puis vient en aide à Bruno. Il pousse la femme qui tombe en arrière sur les fesses et sort de sa poche une corde qu'elle tend à l'étrangleur. Les 2 agresseurs échangent quelques mots en anglais, puis se lèvent et prennent la fuite. Bruno et regardent partir ce drôle de duo en direction de la résidence du Séquoia. Ils tirent derrière eux une valise que personne n'avait remarquée jusque-là. L'informaticien se relève immédiatement et s'élance. Ils ne vont pas s'échapper comme ça. Dans la maison, Grégoire, qui a entendu du boucan, sort voir ce qu'il se passe. Il comprend tout de suite. Ils sont de retour. Sur le pas de la porte, Grégoire supplie l'homme penché au-dessus de Frédéric de s'occuper de sa sœur. Au loin, revient. Ils sont au Séquoia. Grégoire récupère la bicyclette de Bruno laissée sur le bas-côté. Vite, la résidence n'est qu'à 80 mètres. Grégoire pénètre au Séquoia, mais les 2 agresseurs l'ont vu avant. C'est son tour. La femme se jette sur lui et lui enfonce ses doigts dans les yeux, pendant que l'autre, lui, passe la cordelette autour du cou. Un autre témoin, Jean-Baptiste, venu dîner chez des amis qui habitent juste à côté, vient au secours de Grégoire. Et il y a aussi Patrick, un habitant de la résidence, qui a entendu des cris. Et Bruno, le podologue, qui les a rejoints et met des coups de genoux dans les côtes du type qui étrangle Grégoire. Les 2 agresseurs n'ont plus d'autre choix que de quitter les lieux.
Ils repartent en courant, traînant toujours leurs valises à roulettes. June et Brendan, la mère et le fils, viennent encore de frapper. Dans l'épisode 2 de l'affaire June Hopkins, vous avez plongé un peu plus dans la vie tortueuse de cette Américaine. Une femme avec un goût certain pour l'argent facile. L'argent qui ne s'obtient pas par le travail. Après l'attaque au briquet en 2010 et la double agression de Chatou en 2015, la seule question qui me vient, c'est pourquoi ? Quel est le mobile de cette femme ? Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir lui demander directement. Sauf que June et son fils vont encore filer, j'allais dire à l'anglaise. La mère, le fils et leurs valises débarquent donc, cette fois-ci, à Coquelles. Vous connaissez Coquelles ? C'est une petite bourgade juste à côté de Calais, dans les Hauts-de-France. 2600 habitants et un gentil et très mignon, les Coquellois et les Coquelloises. Ce qui est dommage pour cette ville, c'est qu'on s'y rend surtout pour en partir. C'est là que se trouve le tunnel sous la Manche. Et après leur nouvelle tentative d'assassinat, June et Brendan ont décidé d'aller prendre un petit bol d'air à Londres. Bon, alors ils sont là, à Coquelles, ils attendent leur bus. Mais depuis l'année dernière, Brendan est inscrit au fichier des personnes recherchées. Et la police aux frontières de Coquelles prend très au sérieux les renseignements qui s'y trouvent. Veuillez vous mettre sur le côté et tout le tralala habituel, allez hop, on vous embarque. Et voilà qu'enfin, pour la première fois de l'enquête, June se retrouve dans une salle d'interrogatoire française. La première question est évidente, c'est celle que tout le monde se pose. Pourquoi avez-vous agressé Frédéric puis Grégoire devant leur domicile à Chatou ? June Hopkins joue l'étonnée. C'est vrai qu'elle s'est rendue devant la maison de Frédéric. Avec son fils aîné, ils ont attendu que Frédéric rentre de son travail pour discuter. Ah oui, mais discuter de quoi ? June souhaitait s'entretenir avec la sœur de Grégoire pour lui demander d'arrêter de la menacer, qu'elle connaissait leur plan pour les assassiner, elle et son fils, qu'elle les avait mis sur écoute et qu'elles avaient des preuves de leur manigance. Mais quand Frédéric est arrivé, elle a refusé de leur parler. Énervée, c'est vrai, June l'a poussée et son ex-belle-sœur est tombée. Alors Brendan, serviable comme il s'est baissé pour la secourir. Pour la rassurer, dit-elle, il lui a touché le visage. Mais Frédéric, cette ingrate, l'a mordu. Celle-là, le policier qui la questionne l'avait pas vu venir. Et June continue. Brendan et elle ont ensuite été rattrapés par Grégoire, qui l'a projeté au sol. Et il a mis des coups de poing aussi à son fils. Tous les enquêteurs savent bien que dans la vie, et a fortiori dans les enquêtes criminelles, tout est toujours une histoire de point de vue. Mais là, entre cette version et celle des nombreux témoins et des victimes, c'est quand même le jour et la nuit. Et pourtant, cette femme dans son bureau a l'air persuadée de ce qu'elle avance. C'en est déstabilisant. Et l'interrogatoire de Brendan aussi, il est troublant. Il explique qu'ils sont venus s'installer à Paris parce que l'école coûte moins cher ici. Mais surtout pour découvrir la vérité sur les intentions de Grégoire. Il dit que son père les menace, qu'il veut casser le cou de sa mère et la jeter d'un immeuble. Et lui aussi affirme qu'il a des preuves. 2 ans plus tôt, ils ont caché un petit lecteur MP3 dans une grille d'aération devant la porte de l'appartement du 11e. Et il a une douzaine d'enregistrements qui attestent de la malveillance de Grégoire. Bon, lui ne parle pas très bien le français, mais c'est sa mère qui lui a traduit. Ça a commencé avant sa naissance, quand son père a appris que June était enceinte. Il l'a menacée de la tuer si elle n'avortait pas. C'est pour ça qu'elle est rentrée aux États-Unis. Et quand elle est tombée enceinte de son frère, Austin, il a fait pareil. Et alors, sa mère, une nouvelle fois, est repartie direction Boston. Les témoignages de June et Brendan ne sont pas vraiment pris au sérieux par la justice. Le 20 février 2015, ils sont tous les deux mis en examen pour tentative d'assassinat aggravé et placés en détention provisoire. Même si les policiers ne les croient pas vraiment, ils ont envie de les écouter, ces enregistrements compromettants. Et ça tombe bien car la valise qu'ils ont placée sous scellé lors de l'interpellation à Coquelles contient 2 ordinateurs, 2 disques durs et une clé USB. On appelle donc un expert informatique pour se pencher sur ces pièces. L'expert retrouve des dossiers effacés au nom évocateur J.N. Acolyte, enregistrement des meurtriers conspirateurs 2014. Ou bien intention de nuire Greg et Acolyte. L'expert trouve aussi 12 fichiers audio.
Il les écoute précautionneusement, mais il n'y a rien d'audible. Voilà ce qu'il note dans son rapport. En juillet 2015, June Hopkins est entendue par le juge d'instruction. Et elle ne dit pas autre chose que son fils. Grégoire et sa sœur projetaient de la tuer et de tuer Brendan, chez eux, de l'autre côté de l'Atlantique. Grégoire l'avait même reconnu en garde à vue. En garde à vue ? Mais quelle garde à vue ? Le juge ne voit pas de quoi elle parle. Mais si, poursuit June. D'ailleurs, leur passeport montre bien qu'ils faisaient des voyages fréquents aux États-Unis pour faire des repérages. Les enquêteurs vérifient les passeports de Frédéric et son frère. Non, il n'y a aucun voyage. Mais June ne se laisse pas démonter. À Chatou, c'était elle qui était en danger, pas Grégoire. Les Bruno, les Jean-Baptiste qui étaient sur place, ce sont des amis et des hommes de main recrutés par son ex. Il ne faut pas se laisser berner par leurs témoignages. S'il vous manquait une illustration de ce qu'est la théorie du complot, eh bien la voici. Et comme souvent avec la théorie du complot, les conséquences sont dramatiques. Après la seconde agression, l'état de Grégoire se détériore encore. Le 20 février 2015, il rentre en clinique psychiatrique. Il sera interné pendant 3 mois. 13 juillet 2016, prison de Fleury-Mérogis, Essonne. Il est 4 heures du matin. June Hopkins pénètre dans la petite salle de douche de sa cellule et s'enferme. L'Américaine a remarqué qu'un barreau était décellé, juste là. Elle noue un drap autour de sa taille et se glisse au travers de la petite fenêtre. Oui, chers auditeurs, auditrices, vous avez tout compris, June Hopkins est en train de se faire la malle. Y a pas à dire, l'histoire est tragique, c'est sûr, mais ces Américains, le suspense, c'est vraiment leur truc. Alors contrairement à un film hollywoodien, June tombe de 6 mètres, se fracture le bassin et le sacrum, fin de l'escapade. Je vous passe les détails des mois qui ont suivi. La remise en liberté des 2 suspects en attendant leur procès et qui s'échappent encore une fois dans la nature. Bon, mais maintenant, nous sommes mi-mai 2023 et ils sont là, tous les deux, June Hopkins et Brendan Walsh, sur le banc des accusés. Écoutez cet extrait d'un article écrit par Julie Braffman pour le quotidien Libération le 13 mai 2022. Elle prendrait place dans une loge à l'opéra un soir de première que son visage n'en serait guère plus radieux. À l'ouverture de son procès, June Hopkins a distribué des sourires, décliné son identité d'un ton guilleret et a fini par s'exclamer en secouant ses manches à froufrou vers son conseil « Oui, c'est my avocate ». La cour d'assises de Paris n'a sans doute jamais connu accusée aussi joviale que cette Américaine de 60 ans, aux longs cheveux tressés jusqu'en bas du dos et aux pommettes saillantes. Ni la perpétuité encourue, ni les termes de tentative d'assassinat n'altéreront sa bonne humeur. Pas plus que le décorum ne la dissuadera de jeter de tendres regards ou des baisers à son voisin de boxe, son fils, Brendan Walsh, 30 ans, figé comme une statue de cire. Dans la salle, il y a aussi Grégoire et Frédéric, les parties civiles. Ils sont là parce qu'ils ont envie de comprendre. Grégoire a besoin d'une logique à tout ce qui s'est passé, d'un raisonnement qui justifierait qu'il ait perdu ses enfants, sa confiance en la vie et sa santé mentale. Et cette énigme, autour de laquelle nous tournons depuis le début de cette saison, il n'y a que June Hopkins elle-même qui puisse nous en donner les clés. Mais June sourit et elle ne dit pas grand-chose. Celle qui est bien embêtée, c'est maître Sophie Régascon. C'est dur de défendre une cliente aussi insaisissable. Surtout que la procédure judiciaire ne s'est pas embarrassée de plusieurs expertises. Non, dans l'affaire June Hopkins, personnalité sinueuse et subtile s'il en est, il n'y a qu'une et une seule expertise psy. Alors, avant d'arriver au procès, la méticuleuse avocate a tout repris. Elle a relu le dossier d'instruction, fouillé le rapport du FBI, elle cherche quelque chose qui puisse donner du sens à cet amas de haine et de rancœur et au désordre qu'il a créé dans la vie de Grégoire. Et ce qu'elle trouve, c'est une petite fille que sa mère a laissée tomber aux mains d'un père incestueux. De ses 4 ans et demi à ses 11 ans, elle dormait dans son lit. Le psychiatre, qui sera nommé pour l'expertise, le docteur Prosper, dira que ces traumatismes à répétition étaient de type abandonnique et que l'abandon encore et encore, c'était ce qu'elle dit avoir ressenti dans sa relation avec Grégoire. Peut-être que son impression d'être en danger remonte à bien plus loin. Une fois n'est pas coutume en matière judiciaire, l'enfance et ses drames sont rejoués à l'âge adulte, revécus encore et encore, sans que parfois le danger ne soit réel.
Elle sourit, June Hopkins. Elle sourit tout le temps. Après que son père la viole, en détention provisoire, quand elle se casse le bassin, quand l'avocat général lui hurle dessus. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Smile, June. Elle sourit, comme une poupée cassée. C'était un extrait de la plaidoirie de maître Sophie Régascon en mai 2022. Quand June Hopkins se lève pour prononcer ces derniers mots, elle est toujours persuadée d'être la victime de Grégoire. Leur fils, Brendan, a présenté ses excuses. Lui aussi était convaincu qu'il était en danger. Mais il voit maintenant que son père ne lui voulait aucun mal. C'est ce qu'il dit à la toute fin de l'audience. Mais ce n'est pas ce que pense sa mère. Non. Dans sa tête, June restera à jamais la victime de Grégoire, quelle que soit la vérité judiciaire. Avant d'être condamnée, elle a choisi ces derniers mots. « Il y a eu des fautes de conception dans mes plans, mais les intentions étaient pures. S'il vous plaît, rendez-nous notre liberté. » Puis le verdict tombe, 16 ans de réclusion criminelle pour elle, 12 ans pour son fils. Les deux accusés ont fait appel de ce premier procès. En janvier 2023, la cour d'assises de Bobigny a alourdi la peine pour June Hopkins avec 20 ans de réclusion. Pour Brendan, la peine a été allégée. Il est passé de 12 à 10 ans de prison. Bonjour, maître Sophie Régascon. Bonjour. Merci de venir en studio. Merci de m'accueillir. Vous avez défendu June Hopkins lors du procès en première instance, en mai 2022. Première question, comment se passe cette première rencontre avec ce personnage ? Alors la première rencontre en plus elle est très proche du procès puisque June Hopkins a changé très souvent d'avocat et qu'elle me désigne peut-être quelques semaines avant, 3-4 semaines avant. Donc on est un peu dans l'urgence, il va falloir digérer ce dossier, la rencontrer. Je la rencontre pour la première fois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Elle est détenue. C'est un personnage déjà rien qu'en la rencontrant parce que déjà c'est une américaine, ce qui arrive rarement dans les détenus. C'est une femme, elle est très féminine, elle est très sympathique. Elle a ce côté très friendly des Américains. Donc la première rencontre est plutôt se passe bien. C'est une rencontre vraiment sympathique. Comment elle fait appel à vous d'ailleurs ? Elle fait appel à moi, c'est une bonne question, je pense par d'autres détenus de la prison. Ça marche souvent comme ça et je crois que je défendais à l'époque une autre détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et je crois que c'est comme ça qu'elle fait appel à moi. Alors, il y a eu très peu d'expertise psychologique et psychiatrique menée durant l'enquête. Finalement, c'est pas grand-chose de ce personnage. Pour la défendre, maître, vous avez dû creuser, j'imagine, dans son passé. Qu'avez-vous appris sur l'histoire de June Hopkins, en particulier sur son enfance ? C'est vrai que pour moi, ça a été la grande surprise en découvrant le dossier, puisque je le découvre assez juste avant le procès. Vous avez compris que ce dossier a été fait en 2 temps. Il y a eu le premier événement qui se passe en 2010, qui est finalement un peu traité par-dessus la jambe, et ça va après se réouvrir en 2015 avec la deuxième agression. Et la surprise, parce que c'est quand même un personnage, c'est que c'est très peu creusé la personnalité de June Hopkins. On a, je crois, dans mes souvenirs, une seule expertise psychiatrique du docteur Prosper, et pour moi, c'est pas du tout assez, surtout qu'en la rencontrant, je comprends qu'il va falloir aller creuser un peu ce qui, dans son cerveau, a pu devenir une certitude. Pour moi, elle a encore cette certitude que Grégoire a voulu la tuer. C'est quand même un délire qu'elle a profondément ancré et que je ne vois rien dans le dossier pour essayer d'expliquer sa psychologie. Donc j'ai creusé, déjà je l'ai fait parler avec moi au parloir, qu'elle me raconte sa vie, ça me semblait important. Et en creusant, on trouve quand même dans le dossier, notamment moi, quelque chose... Elle racontait un peu les abus qu'elle avait vécu enfant, elle l'a raconté au juge d'instruction. Et puis... Quels sont les abus qu'elle a vécu ? Elle a vécu une enfance absolument terrible. Alors, le problème avec June Hopkins, c'est que je ne sais pas si ses seules paroles suffisent à la croire, mais il s'avère que dans le dossier, ça va être avéré, puisqu'on allait entendre sa sœur, peut-être même demi-sœur, mais sa sœur, non, je crois, qui a été entendue aux États-Unis. Donc, on a dans le dossier, si on creuse, une audition de sa sœur qui est traduite, qui explique leur enfance. Et leur enfance, c'est absolument terrible. C'est une mère malade, schizophrène, a priori, de ce que dit la sœur, qui a enlevé les filles à leur père vers l'âge de 8 ans, mais qui a été hospitalisée, donc qui ne peut pas s'en occuper. Donc les 2 filles, June et sa sœur, sont ramenées chez le père, et June notamment va devenir l'esclave sexuelle de son père. De ce qu'on lit, on entend qu'elle dort dans son lit, qu'elle est victime d'abus sexuels, mais tous les jours, et je crois comprendre, à la lecture de l'audition de la sœur, parce que June a du mal à en parler, que ça dure des années.
Donc on creuse une enfance des plus terribles. Avec un père aussi, et ça m'intéresse dans le cadre de la défense, qui a un délire un peu paranoïaque. On lit qu'il aurait, quand June avait 12 ans, il l'aurait mis sur un projet de brûler une banque parce qu'on voulait saisir sa maison, qu'il pense qu'il est tout le temps attaqué. Ça fait un peu écho à ce qu'on va retrouver dans le dossier de elle et de ce qu'elle a pu, elle, penser et vraiment profondément croire de la mise en danger qu'elle avait avec Grégoire. Oui, c'est ça, sa propre paranoïa. Voilà, ce que moi j'ai appelé, mais sans être expert psychiatrique, mais pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la paranoïa. En tout cas, de la certitude qu'on lui veut du mal. June Hopkins ne ment pas. Elle a profondément, et vous connaissez le dossier, elle a pendant des mois et des mois été enregistrée devant chez Grégoire, mis des micros avec son fils Brendan, étant persuadée qu'il voulait lui faire du mal. Alors on va rester un petit peu dans l'enfance, l'adolescence plutôt de votre cliente. Finalement, elle rencontre très jeune Mark Walsh, à 16 ans. Finalement, on a un peu le sentiment qu'elle veut s'échapper des griffes de ce père pédophile, incestueux. Oui. Est-ce que on comprend la relation qu'elle entretient avec ce premier homme, Mark Walsh ? En tout cas, moi, je l'ai creusé avec elle parce que je crois qu'effectivement, il est son sauveur. Il est son sauveur des griffes, comme vous l'avez dit, de ce père incestueux. Elle part à 16 ans, je crois qu'elle le rencontre vers 16 ans. Elle se marie très très jeune avec lui et il a l'air, et je crois que c'est assez décrit parce que on a aussi au dossier la procédure, je pense qu'on y reviendra, mais de la mort de Mark Walsh, qui permet de comprendre leur lien. Et je crois que c'est un lien très fort, très jeune. Je crois que lui aussi a une enfance compliquée et ils vont devenir un peu des piliers l'un pour l'autre. C'est un homme qui semble très, très droit. Voilà, elle en parle avec, alors pour le coup, une grande émotion de Mark Walsh, même en détention, quand je la rencontre, on sent que c'est vraiment l'homme de sa vie, quoi. Ça a été quelqu'un d'extrêmement important. Et pourtant, cette chute dans ce garage, on en pense quoi ? On en pense qu'on aime bien se raconter des histoires et que ça fait bien dans le tableau, mais que je crois que ça a été vraiment, nous on a tout le dossier américain et le FBI est intervenu dans cette chute parce qu'il pensait au début que c'était une plaie par arme à feu. Donc il y a eu ce soupçon d'assassinat qui a été très très vite enlevé et qui franchement, moi j'ai envie je peux pas être plus royaliste que le roi, quoi. Le FBI conclut à un pur accident en ayant tout vérifié. Il est tombé de son échelle. A priori, c'était quelqu'un qui faisait des travaux tout le temps. Il y a de sa famille qui parle du fait qu'il se mettait en danger, qu'il avait des petits moments, il avait des petits malaises. Enfin, ça peut tenir, quoi. Alors ça fait beau dans le tableau, on a envie d'y croire, mais je crois pas que ça soit attesté. Alors ensuite, elle rencontre Grégoire, et là, c'est un vrai coup de foudre, j'imagine. Je crois que c'est un vrai coup de foudre. Je crois que alors déjà, elle part en Europe. Oui. C'est l'histoire de June, c'est ça. C'est parce que ils se sont rencontrés très jeunes avec Mark. Je crois, elle raconte que Mark Walsh à un moment va vouloir avoir une relation un peu libre. Enfin, va avoir une petite crise. Bon, allez, est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs ? Que elle, ça la blesse. Que donc elle part faire ses études en Europe et qu'elle rencontre Grégoire dans le fameux Orient Express. Dans l'Orient Express. Et alors, elle fait cet enfant. Alors, est-ce que c'est calculé ? Elle fait un enfant, elle repart, elle revient, elle en fait un deuxième. Franchement, il y a deux versions qui s'opposent. Enfin voilà, c'est un peu, je crois, mais je pense pas que ça soit calculé. J'ai l'impression, on n'a pas. Le problème de ce dossier aussi, c'est qu'on a très peu de témoins. Enfin, il y a leur histoire à tous les deux. Grégoire n'est plus vraiment en capacité aujourd'hui de nous raconter. Enfin, il est tellement marqué par ce qui s'est passé qu'il a du mal, même à la cour d'assises, à venir raconter leur histoire. Et non, a priori, c'est pas calculé. C'est plutôt un coup de foudre et une histoire d'amour et la naissance d'un enfant. Alors, on va pas refaire l'histoire que j'ai largement racontée dans le récit. Comment elle est ? Quelle est l'attitude de cette femme au procès ? Au procès, alors June Hopkins c'est une combattante, donc elle est, et puis elle a ce côté, elle livre pas beaucoup de choses d'elle. C'est d'ailleurs, elle a tout le temps le sourire. Elle a tout le temps quelque chose de très joyeux comme ça, très hello, voilà, très, j'allais dire américain, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, et qu'elle ne montre pas du tout ses fêlures. Et elle a un côté d'une poupée qui sourit tout le temps comme ça et qui Dolly Parton un peu qui quand on connaît son enfance, parce que être l'esclave sexuel de son père pendant 10 ans ça ne peut que laisser des traces. Je veux dire, aujourd'hui la société évolue, on voit ce que ça peut faire. Bien sûr. Et qu'elle a ce côté, moi je trouvais un peu justement poupée cassée, quoi. Elle est cassée à l'intérieur, mais à l'extérieur elle fait bonne figure tout le temps, donc ça fait un effet un peu décalé avec les enjeux qui est sa protection, je pense. C'est sa protection et elle a du mal à la retirer. Pendant le procès, elle est toujours un peu comme ça, une poupée qui sourit, quoi. Et pourquoi elle embarque son fils dans cette aventure criminelle ?
Déjà, elle a un lien avec ses fils extrêmement fusionnel. Elle parle de surprotection, mais c'est quasiment maladif. Ils vont pas à l'école, les enfants, les deux garçons. Ils sont à la maison. Je veux dire, en fait, le monde extérieur est une agression. Ouais, et lui fait peur. Et donc, ils ont grandi avec elle et Marc dans un cocon. D'ailleurs, on n'entend pas parler d'amis, on n'entend pas parler. Voilà, c'est ensemble. Et donc, quand elle vient à Paris, elle emmène son fils, quoi. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Et le fils s'en rend compte finalement. Il prend conscience qu'il est rentré dans la paranoïa de sa mère. Il va le dire. Il va pas le dire. Il va pas le dire. Ah, au procès ? Oui. Enfin, il reconnaît quand même. Ouais, il va un peu plus loin qu'elle, ouais, effectivement. Au procès, il a quand même une prise de conscience. Oui, Brandon, parce que il est dans un conflit de loyauté. C'est-à-dire que lui, à la fois, il comprend qu'en fait, tout ce auquel il a cru est peut-être un délire, probablement. Mais en même temps, il aime sa mère, donc il a un vrai conflit de loyauté. Et oui, il est plus conscient des choses. Donc, il marche sur un fil, quoi. Il essaye à la fois d'être loyal à sa mère qu'il aime, parce qu'ils s'aiment beaucoup, et de faire comprendre à la cour qu'il a conscience des choses et qu'il n'est pas dangereux. Bien sûr. Et vous, face à une personnalité aussi complexe, comment on prépare sa plaidoirie ? Qu'est-ce qu'on va raconter pour la défendre ? C'est assez difficile parce que moi j'ai compris vite que June Hopkins n'allait pas changer. Enfin, que malgré tout ce que je pouvais lui dire, elle resterait un peu convaincue. Elle reste convaincue de son histoire, du fait que elle était en danger au départ qu'elle a quitté Grégoire parce qu'elle était en danger, que c'était un homme violent. Ça, j'en sais rien par ailleurs, et qu'après il a voulu la tuer, ce qui est pas du tout attesté pour le coup. Le délire paranoïaque de Grégoire qui était un danger, c'est pour ça qu'on l'attaque, n'est pas attesté. J'ai compris vite en fait que je pourrais pas la faire changer et que par contre je lui ai demandé l'autorisation et elle me l'a donné, moi, d'être un peu à côté, c'est-à-dire je voulais expliquer pourquoi elle était comme ça et non pas dire que la réalité était ça, mais que la cour comprenne qu'elle était très fragile et qu'il y avait quelque chose qui nous échappait, et notamment que le dossier n'avait pas permis de creuser cette personnalité, peut-être qu'on appelle ça paranoïa, mais qu'il y avait quelque chose de l'ordre qui nous échappait. Ça fait 3 ans que ce podcast existe, depuis début 2021, et systématiquement dans les histoires, on se rend compte à quel point l'enfance colle à la peau, colle au basket, si on ne fait pas un travail sur soi-même. J'ai l'impression que June Hopkins, on est vraiment là-dedans. On est totalement là-dedans, mais d'autant plus que elle en parle très peu, quoi. Je veux dire, alors elle en fait. D'ailleurs, par exemple, elle n'en fait pas du tout un sujet. Elle est même très mal à l'aise que j'en parle. Elle a pas du tout envie de construire sa défense là-dessus. Ça n'existe pas. C'est complètement enfoui. C'est juste qu'on a des réflexes de professionnels et que quand on lit ce qu'elle a pu vivre, on est sûr que ça doit avoir un lien avec une personnalité de femme. Que ça soit la surprotection de ses enfants, que ça soit l'extérieur qui est un danger. Tout ça, c'est lié évidemment à une enfance. On est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans. Alors bien évidemment, vous avez défendu cette femme, donc vous avez un discours de défense. Cela étant dit, on a quand même un sentiment qu'elle a envie de capter une partie de l'héritage. On ne peut pas passer à côté de cette supposition. Oui, alors là-dessus, j'ai réfléchi à ça, parce que même si je la défends, je réfléchis justement pour pas passer à côté du dossier. Et oui, on a cette impression, mais en regardant le dossier, même juridiquement, je vois pas très bien ce à quoi elle aurait pu prétendre. Oui, est-ce qu'elle est une femme vénale ? C'est entre les deux. La presse l'a beaucoup décrite comme ça. Et je me souviens que le débat était exactement là-dessus. Et que profondément, en voyant le dossier, il y avait plus quelque chose de l'ordre du délire paranoïaque. Notamment, vous savez que elle a très mal pris le fait que les enfants ne soient pas sur le testament. Enfin voilà, que Grégoire n'assume pas ses enfants. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la blessure. Elle est partie quand même avec les 2 gamins. Elle est partie avec les 2 gamins. Mais il n'a pas fait grand-chose pour les récupérer non plus. Ouais. Enfin, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que, oui, mais il s'est jamais battu. Ça peut être une personnalité, hein. On peut estimer que cet homme, voilà, à partir du moment où il part, il n'a jamais fait une procédure, il n'a jamais voulu les revoir. On ne comprend pas bien ce qui s'est passé à ce moment-là de leur vie. C'est très très difficile à comprendre. Les procès sont souvent là quand même pour trouver le sens d'une histoire, qu'elle soit dramatique ou pas. J'ai une dernière question, maître, pour vous. Vous défendez, vous êtes donc pénaliste au barreau de Paris. J'imagine que vous avez rencontré beaucoup de personnalités très particulières au cours de votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de cette femme, June Hopkins ? Je retiens que ça reste pour moi un grand mystère, que je sais que à la fin du procès, j'ai vu chez elle, après les plaidoiries, une grande émotion que j'avais jamais vue.
et que j'ai entreaperçu là la femme et la fragilité qu'elle était. Et que très vite, elle a repris ce sourire après, mais que j'ai entreaperçu à quel point à l'intérieur, c'était une béance. Et que je pense qu'elle a une protection qu'elle a mise pour survivre. Et que donc, on ne peut pas y rentrer. Si elle l'ouvre, elle s'effondre. Ah oui. Moi, j'en suis sûre. Bon. Merci beaucoup, maître Sophie Régascon, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide avec mon invité maître Sophie Régascon. Cette affaire a été écrite par Tiffaine Piauget et au montage, Joey Daou. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, c'est toujours un plaisir de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide. Sachez que désormais Homicide existe, nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle donc Homicide, comme son nom l'indique. Vous pouvez retrouver l'intégralité des nouvelles interviews sur cette chaîne YouTube. À très vite.